Donc, dernier cours sur les ondes mécaniques. Dernière séance de tournage, acte 1, scène finale. On en était donc à l'analyse spectrale, ce qu'on a fait en TD. Voilà, donc en TD, on vient de traiter la corde de piano. On a déterminé tous les coefficients correspondant au mode propre d'indice P. Alors, donc je vous rappelle que l'expression générale de la perturbation sur ces cordes, on les a notées psi de x et de t. On a montré que c'était une somme pour tous les modes propres, P allant de 1 à l'infini. Vous pouvez toujours l'exprimer comme ça. Je suis en train d'écrire l'expression du mode propre numéro P. Ça décrit l'oscillation sinusoïdale et avec une amplitude qui dépend du point concerné sur la corde. Donc il s'agit bien d'une somme de modes propres parce que si vous regardez pour un P donné, tous les points du milieu oscillent avec la même pulsation, quel que soit x sur la corde, pour ce mode P donné, tous les points oscillent avec la pulsation oméga P. Donc avec un vecteur d'onde K indice P qui vaut P fois pi sur L et oméga P qui vaut C fois K indice P, puisque ceci doit être solution de l'équation de D'Alembert pour la corde. Donc, somme de modes propres. Alors, les voilà les modes propres là, sur cette animation. Vous voyez que les modes qui correspondent à un P élevé, ici, vous avez P égale 6, vous avez 6 nœuds. Ça correspond aussi à 6 fuseaux. Imaginez que ça oscille très vite. Ici, entre ces deux nœuds, vous avez un bout de corde qui fait des oscillations très rapides. Vous, ce que vous verriez, c'est un fuseau. Vous voyez que le mode P égale 6, il oscille plus vite que le P égale 5, etc. Donc, plus on monte dans les P, plus on monte en fréquence. Donc, de gauche à droite sur la corde, il y a plus de nœuds parce que K indice P est plus grand. Et en plus, ça oscille plus vite parce que oméga indice P est plus grand. Oméga P est proportionnel à Kp. Voilà ce que dit cette animation. Voilà. Et donc, vous avez en haut le fondamental correspond à une longueur d'onde lambda telle que la longueur de la corde totale, ce soit lambda sur 2. La longueur d'un fuseau, ça reste toujours lambda sur 2. Mais d'un mode à l'autre, c'est lambda qui change. Le lambda est de plus en plus petit parce que K est de plus en plus grand, etc. De fuseau, mode 2. Voilà, alors, si on refait les calculs de ce matin, mais pour une corde de guitare, c'est une corde qui est pincée, qui est lâchée sans vitesse. Donc pour une corde de guitare, eh bien c'est un petit peu la situation symétrique de celle qu'on a vue ce matin. La vitesse est nulle partout, et par contre on a une fonction qui doit décrire la position de la corde à l'état initial qui n'est pas nulle. Donc dans ce cas-là, si on fait le calcul des coefficients, et je vous l'épargne, imaginons que on a tiré au milieu. Pour simplifier, c'est le cas relativement simple. On a tiré au milieu de cette corde de longueur L, on a tiré la corde d'une petite hauteur H. Et bien dans ce cas-là, en refaisant les calculs de ce matin, voilà ce qu'on obtient. Alors, vous avez les valeurs, c'est tous les coefficients B indice P sont nuls. Alors, ce n'est pas tellement étonnant, si vous vous rappelez les calculs qu'on a faits, les coefficients B, ils sont donnés par une intégrale qui fait intervenir la vitesse initiale de la corde. Or ici, on lâche cette corde de guitare sans vitesse. Corde lâchée sans vitesse, partout. À l'instant initial, aucun des points de la corde n'a de vitesse. 6 points de x à l'instant 0 est égal à 0, partout. Donc, ce n'est pas étonnant que tous les coefficients B soient nuls. Ce matin, tous les coefficients A étaient nuls, parce que la position initiale de la corde,
bah, c'était la position d'équilibre, hein, position droite. Donc ici, par contre, ce sont les coefficients A qui ne sont pas tous nuls. Il y en a la moitié qui sont nuls. En fait, on peut montrer donc en refaisant les calculs de ce matin, tous les coefficients pairs sont nuls. Les coefficients impairs ne sont pas nuls et ils sont donnés par une expression bon, plus ou moins compliquée. Alors ça fait intervenir la hauteur h, et puis en fonction de p, ça change de signe. Et puis en dessous, donc il y a 2p plus 1 au carré fois pi au carré. Bon, par rapport au coefficient qu'on a trouvé ce matin, vous voyez que ça diminue beaucoup plus vite. Ce matin, ça diminuait comme 1 sur p. Ben là, les coefficients, ils diminuent comme 1 sur 2p plus 1 au carré. Ça diminue beaucoup plus vite, ça veut dire que du point de vue du son de l'instrument, une guitare fournit moins d'harmoniques. C'est-à-dire que c'est un son qui est moins riche, ou un clavecin, ça revient au même, le son est moins riche que pour un piano. Vous avez moins d'harmoniques dans le spectre d'une guitare ou d'un clavecin que dans un piano. Voilà ce que ça veut dire physiquement, hein, ces coefficients-là. Alors, si on les représente graphiquement, ces coefficients, donc qui viennent, donc qui correspondent, ici, vous voyez les A de P plus 1, c'est les seuls qui ne sont pas nuls, les coefficients A impairs. Ceux-là, ils sont toujours nuls. Alors, on peut écrire, donc du coup, pour la corde de guitare, l'expression générale, psi de xt, dans ce cas particulier, c'est donc égal, donc somme en repartant de p égale à 0 pour profiter des coefficients impairs, ça fait somme donc de 8h, j'ai bien mis, voilà, 8h fois moins 1 puissance p sur 2p plus 1 au carré fois pi au carré, j'avais bien mis pi au carré, c'est ça, voilà, fois donc cosinus de oméga 2p plus 1 fois t fois sinus de k de p plus 1 fois x, les k et les oméga étant toujours donnés par ces formules-là. Voilà, donc expression un petit peu compliquée, mais un ordinateur il peut très bien calculer ça. C'est une expression générale. Alors, voilà, ce sont ces coefficients-là qui nous intéressent, et ils décroissent plus vite que pour un piano. Oui ? Alors, c'est un peu long, hein. Ça, ce calcul-là, je ne risque pas trop de le donner dans un devoir parce que c'est quand même assez long d'arriver à ça. Il n'y a pas de difficulté mathématique, c'est les mêmes intégrales que ce matin. Il n'y a même pas d'approximation à faire. On les fait comme en maths, quoi, hein, brutalement. Aucune approximation, aucune astuce. C'est juste un petit peu long à calculer. Voilà. Bon, je ne vais pas vous donner ça en DS, c'est trop long, ça ferait trop de mathématiques et peu de physique derrière. Je saute donc directement à ce résultat. Alors, représentation graphique de l'importance relative de ces coefficients qui donne donc, ça donne les amplitudes relatives des différents modes. On voit que ça décroît très vite. Alors, si on veut les représenter graphiquement, ben en fait, c'est fait dans le polycopier. Il faut que je le montre sur l'écran. Le polycopier que je vous ai donné la dernière fois, au verso, il y avait un truc sur la vitesse de groupe. Et au recto, il y avait quelque chose qui ressemble donc à ça. Alors, retrouvez-le. Il est marqué corde pincée à L sur 2. Je le retrouve à l'écran, puis je commente. Donc là, ce qui est en haut à gauche, ça représente exactement ce que vous avez vu sur l'animation. Vous voyez qu'il n'y a pas tous les modes. Il n'y a que les modes impairs. Il n'y a que les 2p plus 1 qui apparaissent. K de p plus 1, oméga de p plus 1. Donc ici, il s'agit bien de la corde pincée à L sur 2. Ça correspond au résultat que je viens de décrire au tableau. Résultat un petit peu compliqué là, mathématiquement. Bon, ben, pour le représenter graphiquement, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'oscillation de la guitare peut être décrite comme une somme de modes propres, mais pas de tous les modes propres. Tous les modes pairs sont absents, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais 2 fuseaux, 4 fuseaux, 6 fuseaux, etc. Vous avez 1, 3, 5, 7, etc. fuseaux. Donc, l'allure, par exemple, initiale de la corde pincée, elle est égale à la somme de ces modes propres à l'instant initial. Alors, avec quelle amplitude relative? Leur amplitude relative est donnée par ça. Par exemple, si vous dites que l'amplitude du premier mode, le mode fondamental, c'est 1, alors l'amplitude
du mode numéro 3, c'est 1/9. Ben pourquoi? Ben, il suffit de calculer ici A3 sur A1. Ça correspond à quoi dans cette formule? Ça correspond ici, vous faites P égale 1 pour le terme du haut et P égale à 0 pour le terme du bas. Donc, les 8H, ils s'en vont, ils se simplifient. Les pi au carré, ils s'en vont. Il y a un moins 1 qui reste, parce que moins 1 puissance P plus 1 sur moins 1. Donc, ça nous fait, le rapport, il fait donc moins 1 sur, alors, le A3, ça va donc donner 3 au carré. Et le A1, ça correspond à P égale à 0, ça va donner 1 au carré. Voilà, donc ça fait moins 1/9. Si on dit que l'amplitude du premier mode, c'est égal à 1, eh bien l'amplitude du mode 3, c'est moins 1/9. Moins 1, donc signe opposé, ça veut dire qu'au départ, ça commence en oscillant vers le bas. Si on dessine le mode fondamental en partant vers le haut, ici, la première oscillation, elle se fait vers le bas. Si vous imaginez que ça oscille, ça fait bien 3 fuseaux. Ça correspond bien au mode 3. Et vous voyez que le mode 2, il est complètement absent. Donc ça vous explique, ce petit calcul que je viens de faire, ça vous explique ce qui est marqué ici, amplitude relative. 1/9, 1/25, 1/49, tout ça, ça décroît donc extrêmement rapidement. Donc à l'oreille, on va pouvoir entendre que vraiment les tout premiers harmoniques. Alors que dans un piano, on a des chances d'entendre des harmoniques bien plus élevées. Oui. Pourquoi il y en a qui sont? Là, c'est ce qu'on a montré ici. Le calcul, là, montre que tous les modes pairs sont absents. Voilà. On peut représenter ça encore plus simplement graphiquement. Je vous réponds juste après. Ici, donc, c'est ce qu'on appelle généralement le spectre correspondant. Vous voyez, ici, il y a une grande amplitude pour le mode 1, à la fréquence de base, fréquence fondamentale. Et puis après, il y a, allant à la fréquence 3F1, c'est le mode 3, vous avez une amplitude plus faible. Alors en fait, cette amplitude, c'est juste 1/9 de celle-là. C'est pour ça qu'ici, il y a marqué logarithme de l'amplitude. Donc ça décroît, en fait, ça décroît très vite. Voilà. Quand on dit qu'on représente graphiquement le spectre d'un instrument, ben, c'est ça qu'on fait. Donc là, on l'a même calculé. Après, on peut comparer avec le spectre réel, qui est toujours un petit peu plus compliqué, parce que je vous rappelle qu'il y a des phénomènes dont on n'a pas du tout tenu compte. Par exemple, la raideur des cordes dans la guitare. Il y a des effets de torsion de la corde. Et puis, il y a l'interaction avec le reste de la guitare. Il y a un amortissement aussi. Donc, ça complique le spectre réel de l'instrument. Oui. Si les BP n'avaient pas été nuls, ça vous savez comment? Eh bien, on aurait donc dans ce cas une phase une phase relative qu'on pourrait représenter. Alors dans ce cas, si à la fois, c'est-à-dire le problème c'est si à la fois les AP et les BP sont non nuls, dans ce cas, il vaut mieux, au lieu d'écrire cette partie-là comme ça, il vaut mieux l'écrire sous la forme C indice P cosinus de oméga P T plus un certain phi indice P qui dépend, donc un déphasage qui dépend de P lui aussi. Et dans ce cas-là, dans le spectre que j'ai représenté là en dessous, ce qu'on représente, c'est l'amplitude CP. Voilà. Voilà, bah, tout est possible suivant l'instrument. Voilà pour la représentation graphique, représentation donc spectrale. C'est ce qu'on appelle l'analyse spectrale. Oui. Et à propos de la vélocité du son, il y a un rapport avec H, dans le calcul qu'on a fait. À propos de la vélocité, à propos de la vitesse du son. Enfin, non, c'est plus fort ou moins fort. Alors, à propos de l'intensité sonore, vous voulez dire? Alors, l'intensité sonore, on a montré qu'elle était proportionnelle à P carré, par exemple, amplitude maximum de la pression, et proportionnelle à V carré aussi, vitesse maximum des tranches d'air. Et pourquoi vous y pensez là, à ce moment-là? Le varié H, et compter un H petit, quand on pince la guitare, si on la rêve pas assez, ça va faire un son critique. Alors, voilà. Alors attention, là c'est assez compliqué parce que là on a juste étudié la corde toute seule, mais vous savez que dans une guitare, si vous avez une corde toute seule, vous n'entendez rien. Il y a une caisse de résonance derrière. Donc ce qu'on n'a pas étudié, parce que ça fait quand même déjà pas mal comme ça, c'est les interactions entre la corde
et les extrémités qui doivent rentrer en vibration, qui doivent faire entrer en vibration la caisse de résonance. Et il y a des modes propres aussi associés à la caisse de résonance. Donc, c'est ça qu'il faudrait étudier finalement pour savoir quelle est l'énergie qui est rayonnée dans tout l'espace par l'ouverture de cette caisse. Hein. Donc, on a fait juste le début du problème. Voilà. Mais les modes de vibration d'une caisse, de guitare, de violon, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et même pour avoir des résultats précis, on ne sait le faire aujourd'hui que par ordinateur. Voilà. Mais bon, faut avoir compris, même pour comprendre les résultats que donne l'ordinateur, il faut avoir compris ce que ça veut dire. Voilà, donc bien sûr, pourquoi c'est plus compliqué? Parce que c'est à 2 dimensions. Si vous considérez juste une plaque qui vibre, vous êtes déjà à 2 dimensions. Il faut donc résoudre les équations qu'on a. Il faut écrire ce genre de choses là, mais à 2 dimensions. C'est nettement plus compliqué, surtout si on a une forme un peu compliquée. Hein. Si on a par exemple juste un disque qui vibre, c'est relativement simple, à la limite on pourrait le faire. Si c'est une plaque carrée, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors je vous montrerai en TP, je vous montrerai la fameuse expérience que je présente d'ailleurs en début des vidéos là, sur ce cours-là. Vous voyez bien les lignes de nœuds pour une plaque carrée qui rentre en vibration. Alors ça fait des lignes de nœuds très jolies, mais on a mis très longtemps avant d'expliquer pourquoi les nœuds se formaient ici ou là sur les plaques, en fonction de la fréquence. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà, alors ça c'est l'analyse spectrale, je disais. Il y a une autre façon de voir les choses qui n'est pas mentionnée explicitement par le programme, mais qui est quand même plus intuitive, qui est moins générale, mais ça consiste à considérer que la perturbation initiale va se propager dans 2 directions. Donc on revient, au lieu de parler d'ondes stationnaires, on revient à l'analyse en termes de superposition de 2 ondes dans un sens et dans l'autre. Ici, vous voyez, c'est le sens de ce schéma en dessous. Hein. Je vais le faire en plus gros, la première par exemple. Ici, vous avez un point de fixation de la corde. Ici, vous avez l'autre point de fixation. Eh bien, on va considérer que cette perturbation initiale, c'est la somme de 2 perturbations 2 fois plus petites. Et ces 2 perturbations, parmi ces 2 perturbations là, qui se superposent dans le premier schéma, il y en a une qui va partir vers la gauche et l'autre qui va partir vers la droite. C'est le schéma que vous avez juste en dessous. Alors, je vous montre juste en gros et en couleur le sens de cette première image. Et puis, vous allez comprendre comment on fait pour construire au fur et à mesure l'allure de la corde de guitare qu'on vient de lâcher au milieu. Donc, vous avez un point de fixation ici, un point là, et vous avez donc la corde qui, au départ, a cette allure-là. Alors, j'exagère beaucoup, bien sûr, l'amplitude de la perturbation initiale. Ben, on peut considérer que cette perturbation, c'est la somme des 2 perturbations que je vais faire là en rouge et en vert. Une perturbation d'amplitude h sur 2, ça c'est la hauteur h. Donc ici j'ai h sur 2. Cette perturbation, ça va être la partie qui va se propager vers la droite. Donc la courbe en blanc, c'est la somme de cette courbe en rouge plus de la courbe en vert qui est au départ exactement la même tête. Mais la courbe en vert, elle va se propager vers la gauche. Bon, on l'a compris ce matin, je vous ai expliqué qu'on devait considérer que les perturbations devaient être périodiques de période 2L, devaient être considérées comme impaires. Donc si je veux dessiner un peu plus loin, à gauche et à droite, c'est les perturbations correspondantes, qui sont fictives. Hein. La réalité, c'est une corde comprise entre 0 et L. Bon, ben, si je veux aller un peu plus loin pour représenter effectivement la périodicité de ces perturbations, voilà ce que je dois faire. Ici, je suis en moins L, donc je dois avoir, j'ai pas vraiment la place sur le tableau, malheureusement, je ne l'ai pas prise, je n'ai pas fait attention. Voilà, la suite de la perturbation vers, à gauche, et puis à droite aussi, je suis au milieu, voilà, ça va ressembler à ça. Et ici, comme ça. Voilà, ça c'est l'état initial. Bon, que ce soit le rouge et le vert au départ, on a la même chose. Donc je dessine en pointillé ce qui sort
du domaine physique où on a une corde au départ. Bon, eh ben on va considérer que maintenant, pour avoir une idée de l'allure de la corde un instant plus tard, bah, je redessine tout ça, mais en décalant la courbe rouge un petit peu vers la droite et en décalant la courbe verte un petit peu vers la gauche. Par exemple, ici, le sommet de la courbe rouge, je vais le décaler de L sur 4. Donc je vais être à peu près là. Et le sommet de la courbe verte, de la perturbation verte, je vais le mettre là. Alors qu'est-ce que ça fait? Ici, on va avoir le sommet de la courbe rouge ici à peu près. Et donc, ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors, il faudrait avoir une règle pour que ce soit joli. Et puis, ici, ça va passer ici à L sur 4. Et ça va arriver jusque là à peu près. J'ai essayé de décaler la courbe rouge, j'ai essayé d'utiliser vos petits carreaux, là c'est assez dur à faire au tableau. J'ai essayé de décaler la courbe rouge de L sur 4. Ça c'était le centre de la corde. Et bien par rapport à ça, la courbe rouge, la perturbation rouge, elle s'est décalée de L sur 4 vers la droite. Évidemment, comme il s'agit toujours de la même corde, la courbe verte, elle s'est décalée de L sur 4 mais vers la gauche. Donc pendant ce temps-là, alors, je finis juste le petit dessin, puis je vous réponds. Donc voilà, la courbe verte s'est déplacée de L sur 4 vers la gauche, la courbe rouge de L sur 4 vers la droite. Eh bien, la perturbation totale, c'est la somme de ces deux perturbations qui se déplacent dans des sens opposés. Alors, de quoi ça a l'air, cette perturbation totale? Pendant que je réponds aux questions, essayez de le tracer. Vous, avec vos carreaux, ça doit bien marcher. Pensez au fait que les pentes sont les mêmes. Ici, cette pente-là, c'est pareil que cette pente-là. C'est exactement l'opposé de cette pente-là. Vous voyez, par exemple, ici, entre ces deux points, la pente rouge, c'est exactement l'opposé de la pente verte. Donc la somme, qu'est-ce qu'on peut en dire? Réfléchissez à ça pendant que je réponds. Oui? Voilà, j'ai choisi L sur 4 comme ça pour, parce que dans le dessin que vous avez, il y a aussi ce cas-là. Bon alors, entre ces deux points, oui? Vous avez fait les frontiers qui correspondent à la moitié au milieu de la corde. Oui. Vous avez représenté en rouge et en vert, en jaune les déplacements, mais est-ce que le sommet il passe par ce centre? Parce que là, je ne sais pas si. Non, Ici, là? Non, alors, oui, voilà. Est-ce que les deux, ils doivent passer? Oui, au départ, les deux, j'ai essayé de les décaler un tout petit peu parce que sinon, vous ne verrez rien, c'est tout. Mais il s'agit de deux perturbations qui ont la même tête au départ, au moment où je lâche la corde de guitare. Oui, alors, Adèle? Là, en fait, qu'est-ce que ça va nous montrer le fait qu'on décompose la perturbation en deux demi-perturbations? Eh bien, c'est un moyen de représenter l'état physique de la corde quelques instants après. Parce que vous pouvez vous dire, à quoi ça sert de faire ça? Puisqu'on a déjà l'expression, on a déjà la solution. Et surtout que vous avez aussi montré les dessins avec les sinusoïdes. Oui. Alors, attention. Je dis que c'est une autre méthode pour arriver à décrire l'état de la corde un instant plus tard. Le problème de cette expression, ou des sinusoïdes, ça revient au même, parce que ça, c'est une somme de sinusoïdes. Est-ce que vous pouvez… C'est quoi le problème concrètement? Si je vous demande de représenter cette fonction… Oui, on ne l'aura pas entièrement, parce que ça ne se fait pas forcément sur toute la rigueur, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est simple de calculer un truc, somme de p égale à 0 à l'infini? C'est là que ça devient compliqué. Alors, soit vous avez un ordinateur, soit vous avez bien appris quelques théorèmes mathématiques nécessaires. Vous allez faire bientôt en mathématiques les séries entières, les séries de Fourier, etc. Vous allez apprendre à calculer des horreurs comme ça. Mais avant de les calculer, avant de savoir les calculer et d'en donner une expression parfois plus simple, parfois non, eh bien, je vous donne une autre méthode complètement graphique pour arriver à représenter l'allure de l'état de la corde un instant après. Donc, j'ai un raisonnement là qui est complètement différent, qui est sans mathématiques. Ça consiste à dire que la perturbation initiale, elle est composée de deux petites perturbations de même amplitude qui vont se déplacer l'une vers la gauche, l'une vers la droite. Et je vais regarder graphiquement, en les décalant l'une vers la gauche, l'une vers la droite, et en les superposant un instant plus tard, je vais regarder quel est l'état de la corde un instant plus tard. Là, je n'aurais fait aucun calcul et j'arriverai en fait au même résultat, c'est-à-dire à ce que je pourrais obtenir ici à un instant ultérieur, mais sans aucun calcul, sans maîtriser les séries de Fourier.
Et bien ici, entre ces deux points, maintenant que vous avez eu le temps de réfléchir, entre ces deux points, la superposition des deux, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, ça fait une droite horizontale. Alors, avec quelle amplitude? La somme des deux, c'est-à-dire, bon, ici, on a l'amplitude 0, donc ça va donner quelque chose comme ça. Je refais en blanc parce que c'était en blanc au-dessus. Voilà l'allure de la perturbation totale. Ici, j'ai deux amplitudes qui sont opposées, donc j'arrive à 0. Pareil ici, alors ça ne se voit pas très bien, mais avec vos carreaux, normalement, vous devez avoir deux amplitudes opposées, si vous avez bien décalé de L sur 4 chacune, et donc je reviens à 0. Autrement dit, vous voyez ce qui se passe sur la corde, en fait, c'est un résultat qu'après coup, on pourrait se dire, bah oui, c'est évident, c'est intuitif. Quand vous lâchez la pointe, eh ben, ça s'écrase de plus en plus. Ça s'écrase de plus en plus. Donc là, c'est à un instant ultérieur. Il va arriver un moment où la corde se sera écrasée jusqu'à retrouver la position d'équilibre qu'elle avait initialement. Et puis, comme il y a quand même un mouvement, elle a une certaine inertie, eh ben, ça va partir de l'autre côté de manière symétrique et vous allez retrouver au fur et à mesure ce qui est représenté sur le polycopier. Je remontre ça. Voilà, ça correspond donc aux images que vous avez ici. Ce qu'on vient de dessiner, c'est un état de la corde à peu près comme ça. Ça s'écrase de plus en plus, ça passe par la position d'équilibre, mais avec l'inertie, ça part de l'autre côté. Et puis là, on est à T sur 2, rebelote, ça va remonter. Jusqu'à cet état-là, on aura décrit une période d'oscillation. Donc c'est du qualitatif, ça ne permet pas d'exprimer les choses de manière très générale, mais ça rend bien compte de ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'analyse temporelle par opposition à l'analyse spectrale. Bon, je vous ai mis à côté pour voir un petit peu d'autres cas de figure, mais sans les détailler parce que les calculs sont quand même encore plus longs. Quand vous pincez une corde, non pas au milieu, mais par exemple à L sur 5, ce matin on a vu par exemple le cas L sur 7, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Ça ressemble un petit peu, quand on pense à l'analyse temporelle dont je viens de parler, vous pourrez essayer de comprendre cette figure-là si vous avez bien compris celle-là. Donc réfléchissez bien à ça. Et si on fait l'analogue, vous voyez que c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que la pointe, elle ne se déplace pas verticalement, elle se déplace sur un parallélogramme. Voilà. Et puis, si on veut traiter ça avec les séries, ça donne quelque chose de plus compliqué. Vous voyez, ici, on a encore le logarithme des amplitudes. Donc, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a ici, tous les multiples de 5 fois le fondamental, vous avez une annulation. Ça ressemble un petit peu à ce dont on a parlé pour la corde de piano. On a montré ce matin que si on tapait en L sur 7, on annulait le mode numéro 7, qui était jugé dissonant. Donc, c'est en lien avec ça. Voilà. Je ne vous donnerai pas de calcul trop compliqué dans ce genre-là, mais vous avez à savoir expliquer le principe. Alors après ça, donc, on passe à quelque chose d'un petit peu différent. Donc c'est le dernier paragraphe, dispersion et absorption. Donc jusque-là, on n'a jamais traité le cas de force de frottement. Si on introduit des forces de frottement, on va voir qu'on ne peut pas tomber sur une équation de D'Alembert. Pourquoi? Parce que l'équation de D'Alembert, on sait que les solutions correspondent à des ondes, à des perturbations qui ne sont pas déformées, donc dont l'amplitude ne diminue pas. Si vous avez de l'absorption, forcément, il y a une diminution de l'amplitude des ondes, des paquets d'ondes, et donc forcément, ça ne correspond pas exactement à une équation de D'Alembert. Alors, on va prendre juste un exemple, comme d'habitude, pour que ça ne soit pas trop théorique, et puis on va essayer de trouver une solution qui ressemble à une propagation d'onde. On va voir ce qu'on doit modifier pour que ça soit quand même solution de notre équation qui, j'insiste, n'est pas dans ce cas-là une équation de D'Alembert. Alors, je vais prendre comme exemple les ondes acoustiques dans un tuyau qu'on a déjà traité plusieurs fois. Donc, exemple, tuyau sonore. Et si je veux introduire les forces de frottement, en fait, ça va avoir une importance si le tuyau a un faible diamètre. Vous pouvez comprendre aisément que si le diamètre devient très petit, eh bien, les forces de frottement du fluide sur les parois du tuyau vont pouvoir devenir importantes relativement. Donc, je reprends l'équation du mouvement, le PFD, en rajoutant une force de frottement sur les parois par rapport à ce qu'on a fait avant. On rajoute, par rapport
au premier paragraphe du cours, par rapport au premier TD, on rajoute une force de frottement sur les parois. Voilà. On n'en avait pas tenu compte jusque-là. Donc on va reprendre le PFD. Et qu'est-ce qu'on rajoute? Cette force de frottement, je vais la noter petit f. Ou alors, comment j'ai mis? F, grand Fx, parce qu'elle est dirigée suivant x. Alors, cette force de frottement, comment on fait pour en inventer l'expression, si on peut dire? On va prendre quelque chose de pas trop compliqué. Déjà, c'est une force de frottement. Ça veut dire que si le fluide se déplace vers la droite, la force de frottement, elle est dirigée comment? À l'opposé, vers la gauche. Donc forcément, il y aura un signe moins. Bon, et ça va être proportionnel à certains trucs. Qui dit proportionnel dit constante de proportionnalité. Alors la constante, la note bêta. Et maintenant, j'ai déjà entendu, proportionnel à quoi cette force de frottement? Qu'est-ce qu'on vous a dit depuis longtemps? En première approximation, proportionnel à la vitesse. Alors ça dépend, vous allez voir ça en mécanique des fluides. Si vous êtes à haute vitesse, il y a un terme dominant qui sera peut-être plutôt en vitesse carrée, V carré. Mais à basse vitesse, ce sera toujours le terme en V qui sera dominant. Donc la force de frottement va être opposée au mouvement de la tranche d'air et proportionnelle à sa vitesse. Comme on notait U le déplacement, la vitesse c'est U point. Bon, d'autre part, il est évident que plus la surface de contact entre le fluide et les parois est importante, plus cette force de frottement va être importante. Or, cette surface de contact, si je prends une tranche d'air d'épaisseur dx, la surface de contact va être proportionnelle au périmètre du tuyau, donc aussi au diamètre du tuyau. Donc, je sais que ça va être proportionnel au diamètre du tuyau et puis à l'épaisseur de la tranche. Voilà, et donc je peux appeler ça delta Fx, puisqu'il y a un dx, il faut bien que j'écrive quelque chose sous forme un petit peu différentielle à gauche. Voilà la force qu'on va rajouter dans le PFD qu'on a déjà obtenu. Alors, je rappelle que d'après le premier TD, dans le TD1, on avait obtenu le PFD suivant. On avait écrit que la masse, c'est-à-dire ρ s dx, multiplié par son accélération U2 point. Là, on fait quand même déjà une petite approximation que vous allez justifier précisément en mécanique des fluides. On est en train de faire la linéarisation de l'équation de l'air. Vous allez voir ça bientôt en mécanique des fluides. Vous avez commencé la mécanique des fluides? Commencez juste, d'accord. Donc, vous allez voir que le PFD s'écrit en mécanique des fluides, enfin, ce qui remplace le PFD, c'est ce qu'on appelle l'équation de l'air. Et il y en a plusieurs variantes. Est-ce que vous avez entendu parler déjà de la description lagrangienne? Non? Alors, ça va venir. Eh bien, vous allez voir qu'il y a différentes façons d'écrire le terme masse fois accélération. Si on suit la particule, on n'a pas a priori le même résultat pour l'accélération que si on se place en un point et qu'on regarde les particules défiler. Voilà, alors c'est un truc un petit peu subtil. Et là, donc, il y a une approximation qu'on fait très souvent en mécanique des fluides, et en fait, je l'ai déjà faite là-dedans. Vous verrez la justification un peu plus tard. Je reviens à ça. Nous, on avait admis ça sans aucun problème. Je crois que vous ne m'avez pas posé de questions là-dessus. Ça, c'est m fois l'accélération. C'est égal à somme des forces. Alors, somme des forces, on avait dû écrire un truc comme... alors, on avait combiné ça avec l'équation d'état du milieu. Donc, ça faisait intervenir kappa d2p sur dx2 fois s dx. Je vérifie. Kappa s dx d2u sur dx2. Voilà. Et maintenant, donc, je rajoute la force de frottement. Donc ça, c'est le PFD sans force de frottement. Je le rajoute du côté des forces. Ça, c'est m fois l'accélération égale somme des forces. Il n'y avait qu'une force avant. Il n'y avait que les forces de pression. Je rajoute la force de frottement, moins bêta u point diamètre fois dx. Voilà, je vérifie que c'était ce qu'on avait obtenu. Rho SDX, kappa SDX, D2U. Voilà. Alors,
on peut simplifier un petit peu ou essayer de transformer ça en une équation de D'Alembert. Alors on ne va pas aboutir exactement à une équation de D'Alembert, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Terme de frottement, ça veut dire pas d'équation de D'Alembert. Mais on peut essayer de le mettre sous la forme d'Alembert. Dans D'Alembert, j'ai D2U sur dx2. Donc je vais diviser tout par kappa et S dx. Ici, il y a déjà S dx qui simplifie, ça va être déjà pas mal. Donc ça nous fait D2U sur dx2 égale, donc je divise S dx, c'est parti, il y a ρ, il y a kappa, fois D2U sur dt2. Et puis il y a un terme là, donc plus bêta du point, j'ai divisé par dx, je dois diviser par s et par kappa. Voilà. Donc un truc qui n'a pas l'air tout simple comme ça. Eh bien, je vais essayer de trouver des solutions de type propagatif. Autrement dit, des solutions exponentielles j oméga t moins kx. Je sais d'avance que ça ne peut pas donner des solutions telles qu'on les a vues jusque maintenant. Exponentielle j oméga t moins kx, c'est juste solution de l'équation de D'Alembert. Alors essayons quand même, qu'est-ce que ça donne? Donc on cherche des solutions de type harmonique. Donc du type U égale un certain U0, comment je vais le noter? Voilà, U0, exponentielle J oméga t moins kx. Alors allez-y, vous insérez ça dans l'équation, qu'est-ce que ça donne? À quelles conditions sur le vecteur d'onde k et sur oméga, à quelles conditions cette expression est effectivement solution de l'équation qui est au-dessus et qui, j'insiste, n'est pas une équation d'Alembert. Ce serait une équation d'Alembert s'il n'y avait que ce terme-là. Ça ressemble à d'Alembert. Voilà. Pour simplifier les notations, on va simplifier tout de suite. Quand on a des termes comme ça, on voit que c'est des constantes, bon, on donne un nom. Alors par exemple, ici, ça j'ai bien envie de le noter comment ça? Si c'était une équation d'Alembert, ça serait quoi? Ça serait 1 sur C2. Alors pourquoi pas? Tiens, je vais le baptiser 1 sur C2. Bon, ça simplifie pas vraiment, mais ça donne un sens physique au moins. Ça, je vais pas m'embêter, je vais l'appeler alpha. Voilà. Et puis on cherche une solution comme ça. Allez-y. Donc je répète, je cherche à trouver la relation entre oméga et k. Si c'était une équation de D'Alembert, on sait d'avance que oméga c'est k fois c. Bon, ben là, on va trouver quelque chose d'un petit peu différent. À vous de faire, là, 2 minutes. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez l'expression de U et vous dérivez. Hein. J'espère que ça ne vous prend pas trop de temps parce que ça, forcément, ça va arriver dans n'importe quel exercice. Bon, donc vous ne regardez pas ce que j'écris au tableau. Voilà, on doit tomber sur k au carré égale un certain nombre complexe. Là, il se trouve que A et B sont, les grands A et grands B sont positifs. Qu'est-ce que ça veut dire? On tombe bien sur une solution mathématique. Donc, on va voir si cette solution mathématique, on ne peut pas lui donner quand même un sens physique. Mathématiquement, ça marche, il n'y a rien à dire. Si on a ça, ça veut dire que k, c'est aussi lui-même un nombre complexe. Alors, on va donner son expression générique, on ne va pas retourner aux expressions de base, ce seraient des écritures un petit peu compliquées. Ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'on peut donner un sens physique à un nombre d'ondes complexes. Et vous le ferez d'ailleurs aussi en électromagnétisme. Donc, on va poser K égale petit a moins JB. Plus ou moins. Parce que c'est que sur K carré qu'on a une information. Bon, alors pourquoi je mets moins JB? A priori, c'est arbitraire. Et on va voir après qu'on n'a pas tellement le choix du signe si on veut donner un sens physique à tout ça. Alors, cette expression complexe, on va, pour voir quel est le sens physique, s'il y en a un, on va la remplacer là-dedans.
Hein, donc on remplace tout bêtement dans l'exponentielle complexe. Alors, U en notation complexe, c'est donc exponentielle j oméga t fois exponentielle moins j k, qui est là, fois x. Alors ce plus moins, je vais le noter pour faire court, epsilon fois a moins jb, avec un epsilon qui va être égal à plus ou moins 1. Voilà. Donc, moins kx, donc j epsilon a moins jb. Bon, je regarde ce que ça fait, j'ai 2j là successifs, ça me fait quoi ça? Ça fait exponentielle de moins j epsilon a. Alors j'ai oublié le x d'ailleurs, qui est là, partout. Donc c'est exponentielle moins j epsilon a x fois exponentielle moins bx. Je regroupe tout ça, ça fait donc u égale l'amplitude multipliée par exponentielle. Alors je vois deux choses. Je vois un terme propagatif, oméga t moins exponentielle, j oméga t moins j quelque chose x. Donc ça, je vais le regrouper ensemble. Et je vois devant, je vois une exponentielle décroissante, réelle. Alors je la mets devant, exponentielle moins bx, et je regroupe tout ce qui est exponentielle j quelque chose. C'est la partie propagative, oméga t moins, moins epsilon a x. Voilà. J'essaye de voir ce que ça peut bien représenter puisque c'est bien une solution mathématique de mon équation. Oui? J'ai dû l'oublier. Ben oui, c'est en facteur. Voilà, epsilon. Je vérifie le signe. J, ça fait moins, ça fait plus. Il y a bien un moins, epsilon, c'est ça. Et ici, epsilon. Voilà. Alors maintenant, regardons les deux cas de figure. Epsilon égale plus ou moins 1. Si epsilon égale plus 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne U est égal à U0 exponentielle moins bx exponentielle j oméga t moins ax. Voilà. Une fois qu'on en est là, ben on s'aperçoit que ça a quand même bien un sens. Alors attention, ce n'était pas une équation d'Alembert, donc ce n'est pas une solution de type harmonique. Ce n'est pas une perturbation qui ne se déforme pas au cours du temps, elle se déforme puisqu'il y a ce terme d'amortissement exponentiel. Et on a bien une solution mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On dit qu'on a encore une onde progressive, mais avec une décroissance exponentielle qui correspond à l'amortissement. Et physiquement, ce n'est pas tellement étonnant. Si on a une force de frottement, c'est qu'on dissipe de l'énergie. Si on dissipe de l'énergie, ben, il y a de moins en moins d'énergie contenue dans le fluide, et donc c'est normal que son amplitude diminue. Eh bien, on vient de montrer que si ça diminue, en plus, si la force de frottement elle est proportionnelle à la vitesse, ça diminue de manière exponentielle. Voilà. Donc on voit que, en plus, ça a bien un sens physique si B est positif. Imaginez un B négatif ici. C'est-à-dire que imaginez qu'au lieu de prendre A moins JB, j'ai écrit dès le départ A plus JB en pensant à un B positif. C'est là qu'on voit que ça n'aurait pas de sens. Si vous avez une onde qui se propage, elle se propage dans quel sens cette onde? Vers la droite, x croissant, puisqu'il y a un moins ici. Si elle se propage vers la droite, ça veut dire que vers la droite, son amplitude doit diminuer. Donc il faut que B soit positif. C'est là qu'on voit que même s'il y a a priori le choix mathématique, en physique, il n'y a pas le choix. Il faut que B soit positif si A est positif. Hein? Donc on voit que si A est positif et B positif, cette solution décrit l'amortissement exponentiel
de la perturbation qui se dirige vers la droite, c'est-à-dire la perturbation x croissante. Voilà. Et si vous prenez epsilon négatif, eh ben, ça ne va pas vous étonner si je vous dis qu'on trouve exactement l'inverse, c'est-à-dire toujours pour les mêmes coefficients A et B positifs. Vous allez trouver une onde qui se propage vers la gauche cette fois et avec aussi un amortissement exponentiel du même type. Voilà, donc idem pour epsilon égale moins 1, propagation amortie vers la gauche. Voilà, donc retenez non pas juste cet exemple, mais le principe. Si vous avez dans les équations, si dans un exercice on vous introduit une force de frottement, eh bien il est sûr que vous ne tomberez pas sur les solutions de type d'Alembert, les solutions avec des paquets d'ondes qui sont non amortis. Il y aura une déformation de l'onde, et précisément s'il y a des frottements, donc il y aura une diminution de l'amplitude de l'onde. Par quoi on représente ça mathématiquement? Si on a utilisé la notation qu'on vient d'utiliser ici, eh bien on va tomber sur un nombre d'ondes complexe. Voilà l'idée. Donc voilà comment on traite les cas d'absorption, de force de frottement, de force dissipative. Donc en électromagnétisme, au fait, vous verrez rapidement un deuxième exemple. Vous allez certainement considérer la réflexion d'une onde électromagnétique sur un métal qui n'est pas parfait, c'est-à-dire de conductivité finie. Vous aurez encore une fois un amortissement exponentiel de l'amplitude du champ électrique. Donc grand B, 6 grand B. Alors je vais reprendre le cas du système masse-ressort. Oui. Alors, j'ai oublié grand A, grand A, ça devait être absorption. Donc, excusez-moi, ce que j'ai fait là après 6, c'est un exemple d'absorption. Voilà, je reprends l'exemple où j'avais grand N masse qui était fixé par des ressorts à 2 points fixes. Alors, je réécris l'équation du mouvement qu'on avait obtenu, enfin le PFD, qu'on avait appliqué à une masse numérotée petit n. Donc, qu'est-ce que ça donnait? M fois l'accélération de cette masse. Donc, psi, je vous rappelle que c'était la perturbation par rapport à l'équilibre, égale K fois psi n plus 1 plus psi n moins 1 moins 2 psi n. Voilà, on avait cherché des solutions, et on les avait obtenues sous une forme proche des solutions de l'équation d'Alembert. Solution, on avait écrit psi de x t égale un certain a exponentielle j oméga t moins k fois l'abscisse, qui est approximativement n fois d, d étant, je vous rappelle, l'intervalle entre deux masses successives. Ça, c'est pour l'onde x croissante, et puis on avait introduit un autre coefficient pour l'onde x décroissante. Voilà. Cette perturbation qui se propage vers la droite, je vais peut-être la noter psi plus. Ça, c'est pour la masse n. Et on est en complexe, donc il faudrait que j'écrive une barre à chaque fois dessous. Alors, si on s'intéresse, dans un premier temps, à cette partie-là, on pourrait traiter exactement de la même façon la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a pas encore utilisé le PFD dans ce problème-là. On va l'utiliser. On va injecter simplement cette expression générale pour l'onde qui se propage dans le sens gauche-droite. On l'injecte dans le PFD. Qu'est-ce que ça donne? Bon, je remplace. J'ai m fois la dérivée seconde de ce truc-là. M fois moins oméga carré fois psi n. Alors, je mets quand même a exponentielle j oméga t. Ça doit être égal à k fois, alors psi n plus 1, je remplace ici petit n par n plus 1, a exponentielle j oméga t moins k n plus 1 d. Voilà. Plus
psi n moins 1. Je refais la même chose, à exponentielle j oméga t moins k n moins 1, cette fois d. Et puis moins 2 psi n, à exponentielle j. Alors il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier, k n d. Voilà. Alors, je viens de penser maintenant à un danger. Un danger d'écriture, est-ce que vous l'avez repéré là en même temps que moi? Il y a une confusion possible entre deux termes différents. C'est la raideur, très bien. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple à corriger? Allez, je vais corriger la raideur. Je mets des grands K. Parce que sinon, on va se planter après. Voilà, le terme en B, on ne s'en occupe pas. Si on va traiter d'abord l'onde qui se propage de gauche à droite, ça serait exactement la même chose de droite à gauche. Alors, qu'est-ce qui se simplifie là-dedans? Bon, on voit qu'il y a l'exponentielle j oméga t, il y a A qui se simplifie, et on peut même aussi simplifier par exponentielle moins jknd. Donc, je divise par tout ça. Ça me fait moins m oméga carré égale grand K fois. Alors, qu'est-ce qui reste à droite? Faites-le en même temps que moi. Si je simplifie par exponentielle, par A exponentielle j oméga t moins knd. Alors, vous le faites en même temps que moi, hein, ça vous entraîne. Si vous ne recopiez pas le tableau, là. Bon, alors, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça, j'espère que vous avez l'habitude, parce qu'il y aura intérêt à reconnaître des trucs comme ça dans les problèmes. Voilà, on reconnaît, alors un sinus, un cosinus, voilà. Donc ça, c'est 2 cosinus de k fois d, moins 2. Bon, donc c'est finalement pas trop compliqué ce qu'on obtient. On va encore essayer de le simplifier. Alors, j'écris m oméga carré égale grand K fois 2 moins 2 cosinus k fois d. Bon, c'est-à-dire oméga carré égale 2k sur m. Voilà, pas ça. K sur m, c'est homogène à quoi? Qu'est-ce qu'on a toujours utilisé comme notation pour quelque chose qui s'écrit K sur m? Oméga 0 carré, effectivement. Donc, ça nous fait, c'est homogène à une pulsation, au carré. Donc, ça nous fait 2 oméga 0 carré fois, alors, allons-y, encore un petit peu de trigo, si c'est possible à cette heure-là. 1 moins cosinus 2a. Pour essayer de faire apparaître, l'idée, c'est, vous voyez, j'ai un carré ici, j'ai un carré là, j'aimerais bien aussi avoir un carré là. Parce que quand je vais prendre la racine, ça sera plus simple. Donc, alors, si vous ne savez plus trop, vous écrivez cosinus 2a. Nous, ce qu'on veut, c'est 1 moins cosinus. Donc, vous connaissez, voilà, vous avez, donc, oui, vous me dites? Oui, cos carré A. Attention, il y a 2A, on passe à A. Hein. Alors allez-y, faites-le, parce que j'ai entendu 3 versions différentes, ça doit arriver au même résultat. Et après, vous prenez la racine à gauche et à droite. Qu'est-ce que ça fait? Et on représente ça graphiquement. Alors si on veut le transformer en carré, on a intérêt à écrire que c'est 1. Voilà. 1 moins 2 sin carré A. Parce que du coup, on a 1 moins cos 2A qui est égal à 2 sin carré A. Vous voyez comment on va l'utiliser ici. Donc ça nous fait, ça c'était le rappel de maths. Donc ça nous fait oméga carré est égal à, il y a un 2 qui va sortir ici, ça va faire 4 oméga 0 carré fois, avec oméga 0
carré est égal à K sur M, voilà, fois sin carré de la moitié de l'argument qui est ici, KD sur 2. Voilà, que des carrés à droite. Donc ça va bien simplifier la représentation. Oméga égale 2 oméga 0, valeur absolue du sinus de KD sur 2. Alors on représente ça graphiquement. Et on se demande que devient la vitesse de phase dans tout ça. C'est sûrement la question à laquelle vous aviez pensé. Graphiquement, oméga. Je voudrais représenter oméga, la pulsation, forcément positive, hein, en fonction de K, nombre d'ondes. Alors allez-y, c'est pas très compliqué, valeur absolue d'un sinus. À quoi ça ressemble? Les valeurs particulières, bien sûr, c'est les annulations. Quand est-ce que la valeur absolue du sinus s'annule? Ben, quand le sinus s'annule aussi. Hein. Donc, quand est-ce que ça s'annule? Quand KD sur 2 est un multiple entier de pi. Voilà, donc ça nous donne K est égal à un multiple entier de 2pi sur D. Et entre-temps, on a des arches de sinus. Donc, voilà, de quoi ça va avoir l'air? Quelque chose comme ça. Hop, voilà, je fasse plus grand. Truc symétrique. Là, on a donc 2pi sur D, pi sur D, 0. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. Pi sur D. Etc. Bon, utilisez vos petits carreaux là sur les papiers aussi, ça sera plus simple. Bon, quelle est la valeur maximum de cette courbe? Ça se voit tout de suite. La valeur maximum, c'est... Vous avez l'équation là-bas. C'est oméga que je représente. Valeur maximum, 2 oméga 0. Voilà. Donc on a les maxima en pi sur d, moins pi sur d. On a quelque chose de symétrique. Alors, ce genre de courbe là, oméga fonction de k, c'est ce qu'on appelle une courbe de dispersion ou relation de dispersion. Alors, quand on fait le graphique, c'est la courbe de dispersion. Ça, c'est la relation de dispersion. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, il y a un lien avec la vitesse de phase. Je vous rappelle que pour la vitesse de phase, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la phase se déplace, on avait obtenu l'expression suivante. On avait dit K égale oméga sur C, je pense que c'est ça que je vous avais demandé de retenir, ou alors C égale oméga sur K. Voilà, comme définition. Hein, c'est la vitesse à laquelle la phase se propage. Donc ça égale vitesse de phase, parce qu'on l'a défini à partir de la phase de l'onde. Vitesse de phase. En suivant, les points qui ne changent pas de phase. Hein, en les suivant au cours du temps, on avait obtenu cette vitesse. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle vitesse de phase. Or, si vous voyez maintenant oméga sur K dans cette courbe-là, K c'est ce qui est ici. Quand on avait une équation de d'Alembert, une vraie, c'est-à-dire sans discrétisation du milieu, sans force de frottement, eh bien, on avait cette grandeur C qui était une constante, qui ne dépendait que de l'état du milieu. Est-ce qu'on peut dire ici que C est encore une constante? Est-ce que C,
comme pour une équation d'Alembert, ne dépend ni de oméga ni de k. Oméga sur k. Le rapport oméga sur k, ça représente quoi graphiquement, le rapport oméga sur k? Par exemple, je me place en ce point-là. Alors, je vais exagérer un petit peu la courbure ici. Voilà. Je me place en ce point-là. Qu'est-ce que ça représente? Oméga sur k, géométriquement. Alors, pas tout à fait la tangente. Voilà, le coefficient directeur de cette droite-là. La pente de cette droite-là, si vous avez un nombre d'ondes k, si vous avez une certaine fréquence oméga, alors soit vous imposez oméga, soit vous imposez k, les deux sont reliés. Pour cette fréquence-là, vous avez une vitesse de phase qui correspond à la pente de cette droite jaune. Allez, je mets pente égale vitesse de phase. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit que si on fait varier la fréquence, si on prend des ondes, si on considère des ondes de différentes pulsations, donc de différentes fréquences, elles n'ont pas toutes, contrairement à ce qu'on a vu avant pour l'équation d'Alembert, elles n'ont pas toutes la même vitesse. Autrement dit, la vitesse dépend de la fréquence. On peut le dire autrement, la vitesse dépend de la longueur d'onde. Donc, puisque cette pente change, si vous voyez par exemple ici, si je faisais la même chose pour le point qui est là, eh bien j'obtiendrais une autre pente plus importante. J'obtiendrai une vitesse de phase plus importante. Donc, le constat, c'est, on constate qu'ici, la vitesse de phase dépend de la fréquence, c'est-à-dire de oméga, ou de k, c'est-à-dire aussi de la longueur d'onde. La vitesse dépend de la longueur d'onde. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose que vous connaissez depuis longtemps? Quand la vitesse dépend de la longueur d'onde, quel est l'exemple que vous connaissez depuis le lycée? La lumière, exactement. Alors je fais un petit dessin correspondant à ça, parce que ça doit vous parler. Voilà, on l'a quantifié sur un exemple de mécanique, c'est la même chose. En optique, on sait que V égale C sur N, avec N qui dépend de la longueur d'onde, ou de K. Ou de K, ou de F. Tout ça, c'est relié. Bon, alors pourquoi on appelle ça dispersion? Exemple relativement simple. Si vous avez à l'entrée d'une fibre optique, je vais prendre le cas de l'optique, puis ça sera exactement la même chose en fait pour une onde mécanique. Si ça c'est une fibre optique, et j'envoie un paquet de lumière ici, composé de plusieurs ondes monochromatiques, il y en a une rouge, une bleue, et puis tout ce qu'on veut. Bon, mettons une rouge et une bleue. Au départ, c'est une impulsion, tout est superposé. Voilà. C'est une impulsion blanche, donc il y a plein de fréquences dedans. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait? Vous avez dû l'apprendre. L'indice de réfraction pour le bleu est supérieur à l'indice de réfraction pour le rouge. Autrement dit, la lumière rouge va aller plus vite que la lumière bleue. Donc, en sortie de la fibre, vous allez avoir un signal rouge qui va arriver avant le signal bleu. Bref, le paquet d'ondes, l'impulsion qui pouvait être très resserrée à l'entrée de la fibre, va être étalé en sortie. Il va se disperser sur une certaine longueur. Voilà l'origine en fait de ce mot-là, dispersion. Et on retrouve ça pour toutes les ondes, y compris donc les ondes mécaniques. Ça, la dispersion. Dispersion de l'impulsion qui initialement était très resserrée. Oui. Le retard, il est minime. Alors, il dépend des fréquences et il dépend aussi de la longueur de la fibre. Mais c'est effectivement un des aspects importants qui va limiter le débit d'informations qu'on peut faire circuler dans la fibre. Alors, voilà pour la dispersion. Une notion qui est reliée à ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse de groupe.
Alors, comme je viens de le représenter ici, souvent, on a des superpositions d'ondes monochromatiques. Les ondes monochromatiques, si on le prend au pied de la lettre, monochromatique, ça veut dire qu'on a tout le temps la même chose, depuis toute éternité. Ça n'apporte aucune information. Si par exemple vous regardez un fleuve qui coule toujours avec le même débit, vous n'avez aucune information non plus. Dès que vous avez quelque chose d'utile, c'est que si vous avez quelque chose qui se passe, vous pouvez dire qu'il y a une information qui passe. Vous avez un tronc d'arbre qui flotte sur un fleuve, ah, il y a quelque chose qui a changé. Bon, donc en fait, c'est pareil pour les ondes monochromatiques. Une onde monochromatique toute seule, elle n'apporte aucune information, et au sens rigoureux, elle n'existe pas en physique, puisqu'elle a bien commencé à un moment, elle s'est terminée à un autre. Donc ce qu'on a en physique, c'est en réalité toujours des superpositions d'ondes monochromatiques. Alors je vais commencer par le cas le plus simple, puis le cas un petit peu plus compliqué, il est dans le polycopier que je vous ai donné, c'est le verso des petits dessins que je vous ai donné tout à l'heure. Et je vais superposer pour l'instant uniquement deux ondes monochromatiques. Exemple. Deux ondes monochromatiques. Voilà, j'utilise la notation réelle. Je vais noter U1 est égal à A cosinus oméga t moins kx. Et U2, donc oméga, une certaine fréquence, un certain nombre d'ondes. Si on a choisi oméga, ben, le K est imposé. Et on va superposer à cette onde une onde de fréquence proche. Donc c'est important que ce soit proche. Donc l'autre onde, elle aura une pulsation oméga 0 et un nombre d'ondes K0. Voilà. Je superpose les deux et le résultat, je l'appelle juste U. U égale U1 plus U2. Alors, je vois que j'ai une somme de deux cosinus. A cosinus. Alors, tout ce qui est là, je peux l'appeler P. Et tout ce qui est en dessous, je vais l'appeler Q. Donc, j'ai A cosinus P plus cosinus Q. Ça fait A fois 2 cos, ben, P plus Q sur 2, cos, P moins Q sur 2. Alors j'y vais, je remplace là-dedans. Qu'est-ce que ça fait? La somme des deux. U égale 2A cosinus 2. Alors ici, P plus Q sur 2, donc ça nous fait... Alors je vais commencer par P moins Q sur 2. Oméga moins oméga 0 sur 2 T moins K moins K0 sur 2X fois la même chose avec P plus Q, cosinus 2. Voilà. Alors, comment est-ce que je dois considérer cette expression qui a l'air un petit peu compliquée? Alors, il faut remarquer quelque chose, c'est que si oméga, c'est l'hypothèse qu'on a faite, là, je ne l'ai pas écrit, je l'ai dit, les deux ondes que je superpose, elles ont des fréquences qui restent proches. Eh bien, ce terme-là, vous voyez qu'il est petit, ça varie lentement. Ça aussi, c'est petit. Si les deux sont proches ici, les nombres d'ondes sont proches. Autrement dit, tout ça, tout ce que j'encadre, ça varie lentement. Et ce qui varie vite, c'est ça. Si les deux sont proches, ça c'est quasiment égal à oméga 0, ou à oméga si on veut. Ça c'est quasiment égal à K0. Donc, je multiplie. Tout se passe comme si je gardais mon cosinus initial, cosinus oméga 0t moins K0x, mais l'amplitude de ce cosinus est modulée par une fonction qui varie lentement. Cette fonction qui varie lentement, on l'appelle fonction enveloppe. Et donc, ce qui m'intéresse quand je superpose ces deux ondes, c'est finalement l'amplitude globale. Elle est donnée par cette enveloppe et c'est ça que je veux représenter. Donc, U égale fonction enveloppe fois quelque chose qui varie rapidement, cosinus de oméga 0t moins K0x. Donc ça ressemble aux ondes initiales, et la somme des deux,
ça donne une amplitude qui varie lentement. Alors, en gros, à quoi ça correspond? À un instant donné, ben voilà, je dessine quelque chose qui varie lentement, c'est la fonction enveloppe. Ça varie de manière sinusoïdale. Et à l'intérieur de cette enveloppe, ben vous aurez une oscillation rapide. Si je représente ça à un instant donné, ça c'est grand, donc l'oscillation rapide, ça va faire un truc comme ça, sinusoïdal à l'intérieur. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse à laquelle vont se déplacer ces paquets d'ondes. Cette vitesse, je la représente ici. Voilà, je regarde par exemple le sommet. Quelle est la vitesse à laquelle se déplace ce sommet? En fait, c'est ça qui va apporter une information. Je vous rappelle, les ondes sinusoïdales elles-mêmes, elles n'apportent rien. Ce qui m'intéresse, c'est la transmission d'informations. C'est aussi la transmission de l'énergie. Eh bien, regardons ici, comme je l'ai fait pour la vitesse de phase, à quelle vitesse se propage cette enveloppe? Ça se voit ici directement. La phase de l'enveloppe, c'est ce qui est là. Je peux la noter, l'enveloppe, donc que j'ai entourée là en rouge. Cette enveloppe, c'est donc 2A cosinus de ce que je peux appeler delta K sur 2. Alors, il y a delta oméga sur 2T moins delta K sur 2X. Si je veux que ceci soit constant, c'est-à-dire si je veux suivre les endroits où l'amplitude de l'enveloppe reste constante, ben je vais écrire que la différentielle de ce truc-là est nulle. Ça, je pose phi, c'est le phi de l'enveloppe, c'est la phase de l'enveloppe. Et je veux suivre ça. Donc je dis, la phase de l'enveloppe ne varie pas lorsque, eh bien, delta oméga sur 2 dt moins delta k sur 2 dx est égal à 0. C'est-à-dire dx sur dt est égal à delta oméga sur delta k. Et donc dans la limite où delta k tend vers 0, je vais appeler vitesse de groupe la vitesse de propagation de cette enveloppe. Et je vais dire donc que c'est d oméga sur dk. Là, je l'ai fait juste avec deux ondes. Si je superpose une infinité d'ondes, mais de fréquences proches et de longueurs d'onde proches, eh bien, la démonstration, elle donne le même résultat. Donc ça, on le retient, d oméga sur dk. Si je vous demande de calculer la vitesse de groupe, je ne vais pas vous infliger ça à cette heure-là. Il suffit de reprendre la relation de dispersion oméga fonction de k. Si je vous donne ça, ou si je vous demande de démontrer telle ou telle relation de dispersion, par exemple, je l'ai démontré pour le cas du système masse-ressort, j'ai obtenu cette fonction-là. Eh bien, vous sauriez dériver oméga par rapport à k. Et là, vous obtiendriez la vitesse à laquelle se propagent les informations sur une chaîne masse-ressort. C'est cette vitesse qui a un sens physique, donc je le rajoute, et je m'arrêterai là. Donc, la vitesse de groupe, c'est la vitesse de propagation de l'énergie et des informations, égale vitesse de propagation de l'énergie et des informations. Je vous montre quand même juste une petite animation. Donc, pour bien comprendre la différence entre les deux, ben, vous regardez par exemple les points bleus permettent de repérer la vitesse du paquet d'ondes. Donc ici, on a superposé non pas deux ondes, mais un plus grand nombre d'ondes. Eh bien, si vous suivez un point bleu, vous suivez en fait, par exemple, le sommet d'un paquet d'ondes. Vous voyez la vitesse de groupe. Sur cette animation ici, la vitesse de groupe, c'est pareil que la vitesse de phase. Si vous regardez ici, la vitesse de groupe, c'est la vitesse du point bleu, sommet du paquet. Mais la vitesse de phase, c'est la vitesse du point rouge correspondant à l'une des petites sinusoïdes rapides. Vous voyez le point rouge, vitesse de phase, là, est supérieure à la vitesse de groupe. Attention, il arrive que l'inverse soit vrai. Ici, donc vous avez une vitesse de groupe, point bleu, qui est supérieure à la vitesse de phase. Les petites sinusoïdes rapides, là, ben, leur sommet avance moins vite que le sommet du paquet. Toutes les situations sont possibles. Mais si on s'intéresse à la vitesse de propagation de l'énergie, ce qu'il faut suivre, ce sont les paquets,
Donc vous voyez ici, vous avez un paquet qui avance lentement. Ce n'est pas la vitesse de phase qui nous donne l'information. Et la vitesse de phase, elle peut très bien tendre vers l'infini et dépasser sans problème la vitesse de la lumière. Tout ce qu'interdit la relativité restreinte, c'est la vitesse de propagation des informations et de l'énergie qui ne peut pas être supérieure à la vitesse de la lumière. Alors pour illustrer cette notion de vitesse de groupe et de vitesse de phase, je vous propose maintenant l'exercice suivant dans lequel on retrouve une corde, mais on va rajouter un ingrédient supplémentaire. On place un élastique sous la corde qui va être fixé à la corde. Et donc lorsque la corde s'élève d'une hauteur Y, eh bien, cet élastique va être responsable d'une force de rappel que je vais noter moins AY par élément de longueur. Donc la force sur un élément de longueur dx de la corde, c'est moins AY dx. Alors, pour mettre ce système en équation, je vais le faire un petit peu plus rapidement puisqu'on l'a déjà fait au premier cours. Donc on peut dire que par élément de longueur dx, eh bien, on a une masse mu dx de corde, et donc l'accélération de cette corde dont le mouvement est supposé uniquement vertical, c'est bien sûr la dérivée seconde de y, donc d2y sur dt2. Donc là c'est le terme masse fois accélération. Et de l'autre côté, ben, je vais écrire comme précédemment, je vais écrire les composantes verticales des forces de tension qui s'exercent. Donc on a déjà vu ça, c'est ty en x plus dx moins ty en x. Donc ça c'est l'action de la corde qui est à droite de mon petit élément de longueur système. Ça c'est l'action de la corde qui est à gauche. Et on rajoute donc, comme le dit l'énoncé, une force de rappel élastique qui s'écrit moins AY dx. Alors, on simplifie cette expression en faisant un premier développement limité. Je rappelle que ça fait d rond ty sur d rond x que multiplie dx. Et si on fait l'hypothèse des petits angles, on sait que ty c'est à peu près égal à t0, la tension de la corde, que multiplie la tangente de l'angle que fait la corde avec l'horizontale. Donc on retrouve au premier ordre fois d rho y sur d rho x. Et donc en combinant ces deux relations-là, on trouve que l'expression qui est ici, c'est aussi la même chose que t0 fois d2y sur dx2 que multiplie dx. Alors du coup on peut simplifier les dx partout dans cette équation et on trouve l'expression suivante. On trouve que ça fait mu fois d2y sur dt2 est égal à t0 fois d2y sur dx2 moins a sur mu fois y. Et je vais diviser maintenant à gauche et pardon, le mu il n'y est pas encore. Je vais diviser maintenant à gauche et à droite par mu. Et donc ici il disparaît, ici il y a un mu et voilà, il y a un mu qui apparaît là. Alors on peut poser, comme le suggère l'énoncé, que A sur mu, c'est un coefficient égal à B. Et on voit que si on n'avait pas d'élastique, on aurait un coefficient A qui serait nul, un coefficient B qui serait nul, donc ce terme-là n'existerait pas. S'il n'y avait pas d'élastique, donc on retrouverait simplement une relation entre la dérivée seconde par rapport au temps et la dérivée seconde par rapport à x. Et donc on voit clairement que ce terme-là représenterait la célérité de l'onde ou des ondes qui se propagent sur la corde. Célérité c'est 0 au carré. Alors maintenant on va regarder si des ondes du type y égale u0 exponentielle j oméga t moins kx peuvent se propager sur cette corde. Donc il me suffit d'injecter cette expression dans l'équation aux dérivées partielles qui est au-dessus. Alors si je dérive deux fois par rapport au temps, évidemment il sort le terme moins oméga carré, donc j'obtiens moins oméga carré fois y. La même chose de l'autre côté, égale, donc t0 sur mu, je le remplace par c0 carré. Dérivée seconde par rapport à x, donc il sort moins jk au carré, donc moins k au carré. Donc c0 carré multiplié par moins k au carré fois y. Et il reste le coefficient b, donc moins
BY. Alors, je peux simplifier bien sûr par Y à gauche et à droite. Et donc, je peux avoir l'expression de oméga carré. Je vois que oméga carré, c'est égal à C0 carré K2 plus B. Je peux bien sûr en prendre la racine. Je fais oméga, puisque oméga est forcément positif. Ça me fait oméga est égal à racine de B plus C0 carré K2. Alors, cette expression de oméga est facile à représenter graphiquement. On peut voir que si on présente oméga en fonction de k, pour k est égal à 0, on retrouve racine de b. Et puis ensuite, on a une expression. Pour les grands k, on va avoir une expression linéaire. Oméga sera quasiment égal à C0 fois k. Et donc, on va tomber sur une asymptote comme ceci. Ça, c'est l'asymptote C0 fois k. Et donc, voilà, c'est facile de voir que la courbe a cette tête-là avec ici une tangente horizontale. Donc on va retrouver ça par le calcul, mais le graphique permettra d'interpréter facilement la différence entre la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Donc ce qu'on voit clairement sur cette expression et sur le graphique que l'on vient de faire à côté, c'est que oméga ne peut pas descendre en dessous de la valeur obtenue pour k égale à 0, c'est-à-dire racine de b, que l'on a ici. Donc il n'y a pas de propagation possible pour une pulsation inférieure à racine de b, donc pour une fréquence inférieure à racine de b sur 2π. Alors on va voir à la fin ce qui se passe dans ce cas-là. On me demande dans la question suivante de calculer la vitesse de groupe. Donc la vitesse de groupe qui est notée ici C1-10G, je vous rappelle que par définition c'est dω sur dk. Alors ici, au lieu de dériver directement l'expression avec la racine, il est plus astucieux de différencier la relation avec oméga carré qui est au-dessus. En effet, j'obtiens la différentielle de oméga carré qui est égale à 2 oméga dω. C'est la même chose que la différentielle du terme de droite, c'est-à-dire C0 carré qui multiplie 2k dk. Et je laisse de côté le terme constant b. Donc on voit ici que Cg est égal à dω sur dk, les deux se simplifient et donc il reste à droite C0 carré qui multiplie k et je divise à gauche et à droite par oméga. Voilà l'expression que j'obtiens. Alors on s'aperçoit ici qu'on tombe sur, on reconnaît le terme oméga sur k qui est la vitesse de phase. Donc on va écrire C0 carré sur C indice phi. Donc ici on a une relation qui n'est pas une relation générale, ça dépend du problème. Mais voilà, on a une relation assez simple entre la vitesse de groupe et la vitesse de phase. Alors, à partir de cette expression, de celle-ci par exemple, on peut donner différentes expressions de la vitesse de groupe. Par exemple, si on remplace oméga par son expression qu'on a obtenue ici, bien sûr on a donc C0k sur racine de b plus C0 carré k au carré. Voilà une première expression possible de la vitesse de groupe. On peut faire aussi l'inverse, on peut essayer d'isoler k dans cette expression. Je le fais là. Ça nous donne bien sûr oméga 2 moins b est égal à C0 carré k2. Et donc j'en déduis une expression de k en fonction de oméga. Ça nous donne k2 égale oméga 2 moins b sur C0 carré. Et donc j'en déduis une expression de Cg, la vitesse de groupe ici. Je remplace, ça nous fait Cg est égal à C0 carré sur oméga multiplié par k qui est la racine de oméga carré moins b sur C0 carré. Donc bien sûr quand on écrit cette racine on voit bien qu'il faut que oméga soit supérieur à racine de b. Donc finalement, alors quand je prends la racine, il y a un C0 qui reste en bas, et donc ça me fait ici C0 sur oméga fois la racine. Alors on peut simplifier en divisant par oméga également, donc ça nous fait encore plus simple, C0 qui multiplie racine de 1 moins b sur oméga carré, qui était l'expression demandée. Alors à partir de cette relation, on peut retrouver l'expression de la vitesse de phase qui est donnée dans l'énoncé. On trouve par exemple ici que la vitesse de phase vaut C0 carré sur C0 racine de 1 moins b sur oméga carré.
Évidemment, les C0 se simplifient. Donc on a C0 sur racine de 1 moins B sur oméga carré. Alors sur une expression comme ça, on peut voir que si oméga tend vers racine de B, eh bien la vitesse de phase tend vers l'infini. C'est ce qu'on voit d'ailleurs directement sur le graphique qu'on a fait au début, oméga sur que la vitesse de phase est aussi la pente d'une droite que l'on trace comme ça. Donc pour une valeur de k donnée, il est facile de trouver oméga sur k. On voit bien que pour les petites valeurs de k, eh bien, la pente de cette droite tend vers l'infini. Donc on retrouve le résultat analytique. Et on voit bien aussi que si k devient grand, eh bien, la vitesse de phase tend vers la pente de cette droite, c'est-à-dire vers C0. C'est ce qu'on retrouve aussi sur la formule. Donc je rappelle le résultat, je rappelle l'interprétation de ces deux notions. La vitesse de groupe représente la vitesse d'un paquet d'ondes sinusoïdales dont les fréquences sont proches les unes des autres. Alors que la vitesse de phase représente quelque chose de purement mathématique qui n'existe pas forcément en physique, puisque ça représente en principe la célérité associée à une onde sinusoïdale qui se propage dans le milieu, mais une onde sinusoïdale parfaite ne peut pas exister en physique, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas de début et elle n'a pas de fin. On a toujours affaire en physique à des bosses, à des paquets d'ondes qui ont un début et une fin, qui sont composés forcément d'un certain nombre d'ondes sinusoïdales, qui sont composées d'un certain nombre de composantes sinusoïdales. Donc la seule vitesse qui a un vrai sens physique, c'est la vitesse de groupe CG, et il est facile de voir ici sur cette expression, sur ce graphique, que la vitesse de groupe dω sur dk correspond à la pente de cette courbe en un point de valeur k donnée. Par exemple, si je reprends cette valeur de k, celle dont je me suis servi pour exprimer la vitesse de phase, eh bien la vitesse de groupe, qu'est-ce que ça représente? Comme on le voit géométriquement, eh bien c'est la pente à cette courbe de dispersion, oméga en fonction de k, c'est donc la pente à la courbe bleue au niveau du point qui a l'abscisse k. Donc on voit bien avec cette interprétation géométrique que cette vitesse de groupe va partir de 0, puisqu'ici on a une tangente horizontale, et puis quand k augmente, cette vitesse de groupe va augmenter jusqu'à la valeur C0. Donc tout ça c'est cohérent bien sûr avec cette relation toute simple, vitesse de groupe fois vitesse de phase égale C0 carré. Attention, par contre, cette relation-là n'est pas valable pour toutes les ondes, ce n'est valable que pour ce problème-là. Alors, dans quel cas la vitesse de phase peut-elle tendre vers l'infini? Dans quel cas physique? Eh bien, on peut imaginer par exemple que la corde soit lâchée à l'horizontale au-dessus de sa position d'équilibre. C'est-à-dire que, mettons, on a plusieurs personnes qui sont allées tirer sur cette corde depuis x égale moins l'infini jusqu'à x égale plus l'infini, qui l'ont tiré un petit peu vers le haut, mettons de 10 cm, et mettons que toutes ces personnes lâchent la corde en même temps. Donc évidemment, on a dans ce cas invariance par translation le long de cet axe x, et dans ce cas-là, il est clair que le terme d2y sur dx2 est égal à 0. Donc on se retrouve avec une équation comme celle-ci, que je peux diviser à gauche et à droite par mu0, et donc on obtient évidemment moins, de l'autre côté on obtient moins 1 sur mu0y, donc ça nous fait moins by. Et là on reconnaît une équation du type oscillateur harmonique. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une oscillation avec une pulsation oméga qui vaut justement racine de b, qui est la pulsation critique de l'énoncé. Et cette oscillation va donc se faire bien sûr sans déformation, la corde va rester toujours horizontale. Donc ici finalement on a une oscillation sinusoïdale de tous les points du milieu, et cette oscillation se fait exactement de la même façon en tout point. Donc de manière assez artificielle, on pourrait considérer que la perturbation de la corde en ce point-ci est instantanément transmise à tous les points de la corde, à 1000 km à gauche, à 1000 km à droite, aussi loin que l'on veut. Et en ce sens, la vitesse de phase de cette onde est infinie.
mais on comprend bien physiquement que en ayant lâché la corde partout de la même hauteur, on n'est pas en train de transmettre une information, de transmettre un signal depuis ce point-ci vers ce point-là. Hein. Donc il ne s'agit pas de la vitesse de propagation d'un signal physique. Alors imaginons maintenant que l'on fasse osciller un point du milieu de la corde avec une fréquence qui est trop faible pour que le critère que l'on a établi précédemment, à savoir oméga supérieur à racine de b, soit rempli. C'est-à-dire, imaginons que la pulsation soit inférieure à la pulsation critique racine de b. Que se passe-t-il physiquement? Est-ce qu'on a quand même affaire à une onde? Alors, dans ce cas, il suffit de regarder ce que donne l'expression mathématique de la perturbation. Donc, puisqu'on a trouvé que mathématiquement, on devait avoir des solutions de ce type-là, donc exponentielle i oméga t moins kx, eh bien, évidemment, cette expression nous empêche d'avoir un cas réel, mais on a bien une solution mathématique avec un cas complexe. On va essayer de voir si ça nous donne une expression qui a un sens physique. Donc je vais poser ici k égale plus ou moins donc i racine de b moins oméga carré, le tout sur c. Et au lieu d'écrire plus ou moins, je vais même écrire égal epsilon avec un epsilon qui vaut plus ou moins 1. Voilà l'expression mathématique de k dont je veux connaître l'interprétation physique. Alors, j'ai juste à rentrer cette expression dans l'exponentielle. Donc, ça nous fait, U0 exponentielle i oméga t, exponentielle moins i kx, et exponentielle moins i kx, je le réécris ici, ça nous fait exponentielle moins i fois donc epsilon. Cette expression ici en racine qui est un petit peu compliquée, je vais l'appeler 1 sur delta par définition. Et donc je reviens ici, donc ça fait exponentielle moins i fois k qui est là, qui vaut donc epsilon i fois 1 sur delta que multiplie x. Voilà, donc finalement cette dernière exponentielle, ça nous fait i fois i c'est moins 1, donc ici on a un plus 1, et donc ça nous fait exponentielle de epsilon sur delta fois x. Alors voilà, à quoi correspond cette expression? Je le réécris ici, donc on a y égale u0 exponentielle de epsilon fois x sur delta, epsilon fois exponentielle moins i fois exponentielle i oméga t. Donc évidemment l'exponentielle i oméga t, ça nous donne une oscillation sinusoïdale. Et le terme qui est ici, est-ce qu'il peut avoir toujours une interprétation physique? Si epsilon est positif, ça veut dire qu'on a une amplitude qui va augmenter indéfiniment. Et donc quand x tend vers l'infini, ce terme va diverger. Hein. Donc ça va poser problème quand x tend vers plus l'infini. Par contre, donc si j'ai un milieu qui est infini à droite mais qui est limité à gauche, je vais pouvoir donner une interprétation simple à ce terme. Pour epsilon égale à moins 1, ça nous fait exponentielle moins x sur delta. Et donc je vais avoir simplement un amortissement exponentiel. Donc quand on voit cette expression, on s'aperçoit qu'on n'a pas de combinaison entre le temps et l'espace au même niveau. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de propagation, on n'a pas de terme propagatif du genre t moins x sur c. Donc on n'a pas vraiment une onde dans ce cas-là. Hein. On a une oscillation sur place, en quelque sorte, de chaque point de la corde, et cette oscillation est d'autant plus faible que l'on s'éloigne du point source.